Par contre, elle me fait peur, elle. Où est-ce que tu vas? T'es pas une traîtresse quand même? Ce plan, comment il joue avec la focale, ça fait penser au fameux plan dans The Batman. Oh, ça va gueuler, il y en a qui vont dire Doudoune dans Star Wars. Fait de la peine. La composition musicale subtile qui n'en fait pas des tonnes. Est-ce que c'est une unité K2 ou est-ce que c'est K2SO? Non, c'est pas lui. Je ne savais pas que c'était lui. Il a fallu regarder dans le générique de fin pour savoir. Même là, c'est là que tu vois en fait qu'ils ne jouent pas du tout sur le fanservice. Ils sont tellement à l'opposé alors qu'ils auraient très bien pu les mentionner. Voilà, c'est logique. Et non, même pas. Donc, Wolf Yularen, si vous ne connaissez pas, on l'aperçoit dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, mais également dans The Clone Wars. Au bout d'un moment, laissez respirer l'art, ça c'est de l'art, voilà. Il faut faire la différence. Faut qu'ils comprennent, eux, que ça, c'est pas de l'entertainment. On a besoin de séries comme ça, type HBO. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réaction et la critique de Andor, épisode 7. Mais avant de commencer, deux choses. Première, si vous entendez du bruit derrière, c'est normal, il y a des travaux dans la cour, dans la maison en face de chez moi. Donc voilà, il va y avoir un petit peu de bruit régulièrement. Voilà, désolé pour ça. Mais là voilà, hein, impossible de faire la vidéo demain ou quoi que ce soit. Comme vous le savez, moi je ne peux pas attendre Andor, ce n'est pas possible. Second point. J'ai fait une vidéo avec mon cher Kevin, donc qui est streamer et réalisateur. C'était la troisième intervention de sa part sur la chaîne. On a donc fait un débrief de Andor, la mi-saison. Je dis ça parce qu'il y en a qui l'ont loupé. Et si c'est le cas, et que vous êtes abonné, bien sûr, n'hésitez pas à activer la cloche. Voilà, ça permet à chaque fois d'être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai chapitré. Allez jeter un petit coup d'œil, voilà, surtout si vous ne l'avez pas vu. Bon, sinon, en ce qui concerne le ressenti prévisionnage de cet épisode 7, forcément, je suis très chaud. Vraiment hâte de voir les conséquences par rapport à ce qui s'est passé, donc à la fin du dernier épisode, voilà, que ce soit par rapport à Andor, mais aussi par rapport à Mon Mothma, Luten, ce fameux fric, donc, pour la rébellion, hâte aussi par rapport au manifeste. Est-ce que ça va un petit peu aiguiller Andor au fur et à mesure, mais sans que ce soit bien sûr de manière cliché? Ou ce qui serait vraiment couillu, ce serait carrément que le manifeste tombe entre les mains de l'Empire, parce que Nemik, voilà, il a écrit d'excellentes choses. Ce serait vraiment dingue, je trouve, si vraiment l'Empire les récupère, et les contre-attaques qu'on a pu voir de l'Empire, je parle des contre-attaques pas dans Andorre, qu'on a déjà vu dans les romans, les séries, les films, ce serait dingue en fait, vraiment, que ça vienne, je sais pas, d'un truc tout con, d'une des lignes ou d'une des excellentes idées de Nemik, enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Mais voilà, hâte de voir tout ça, voilà. Franchement, je suis chaud, d'autant plus que Tony Gilroy a dit ce week-end que là, ce ne sera pas encore un arc en 3 épisodes, comme c'est le cas à chaque fois. Là, apparemment, ce serait un stand-alone, cet épisode 7. Et franchement, si c'est ça, moi j'ai encore plus hâte. Sérieusement. Et je trouve ça bien que voilà, Gilroy sorte lui-même de son sentier battu. Déjà que c'est quand même une excellente idée, pas besoin de revenir dessus. Le pourquoi 3 épisodes pour chaque arc, voilà, franchement. Mais là, c'est bien, ça nous surprend. Donc apparemment, pour la suite, donc épisode 8, 9, 10, ce sera un arc complet. Et si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est l'inverse, mais donc l'épisode 11 et 12, voilà, ça formera juste un arc. Donc le grand final en 2 épisodes. On va voir ça, mais en tout cas, voilà, là je suis vraiment plus que chaud pour cet épisode 7. D'ailleurs, je vais arrêter de parler et on va lancer l'épisode. C'est parti. Encore toi, mec. Putain, l'ambiance, ils sont tellement bons pour l'ambiance quand même. C'est bien parce que déjà quand il était chez la Corpo, donc il allait faire toucher lui-même son costume, c'est un détail intéressant, voilà, de son personnage pour sa psychologie. Oh, c'est ouf là. L'info, oh putain, j'ai des frissons, tellement intelligent, putain. Même Dedra, putain, elle encore une fois, c'est une nuance de jeu. Là on y est encore plus dans la dystopie. Putain, j'adore ce début d'épisode, franchement là. Les conséquences, voilà, les conséquences, là où dans une série Disney classique, on n'aura même pas vu ça, les conséquences. Que ce soit sur Aldani ou alors toutes ces décisions qui font très dictature de l'Empire. Ah, il reste là cette fois le chauffeur. Excellent le montage à la coupe. Son jeu à Aurélie. Vous engueulez pas devant le chauffeur, il regarde. Et là, le changement excellent. Putain, très bon. La métaphore avec l'arme qui tient, c'est excellent. Ce bâtiment, ça faisait vraiment de l'art déco, mais voilà, style Star Wars.
Ah, c'est beau d'en revoir. Par contre, elle me fait peur, elle. Où est-ce que tu vas? T'es pas une traîtresse quand même? Ce plan, comment il joue avec la focale, ça fait penser au fameux plan dans The Batman. Ah, c'est bien de la revoir, Cinta. Ça me stresse où elle va. Si c'est par rapport à Luten, ok, d'accord. Mais si c'est pour voir un intermédiaire de l'Empire... Vel? Putain. Mais c'est sa fille, c'est obligé, non? Intéressant. Oh putain, intéressant. Putain, c'est excellent, putain. Ce thème. Ce thème. T'inquiète pas, c'est que Cassian, t'inquiète pas. Bon, je vais entendre leur thème à Bix et Andorre, comme j'ai dit. Là. Les deux casse-couilles, là, le père et la fille. Là. Chaque fois, elle pense aux apparences, c'est excellent. Les coruscantes politiques que je voulais voir. Moi, ils me font chier, là. Vous entendez ou pas? Derrière, dehors. Oh, ça va gueuler, il y en a qui vont dire Doudoune dans Star Wars. C'est bien de l'avoir comme ça, voilà, habillé à l'arrache, avec encore sa blessure, pas maquillé. Là, tu sens vraiment encore une fois bah, le véridique, le naturel, le vrai. Le thème, voilà. Avec les cernes là, franchement excellent. Même comme ça, elle est extrêmement jolie. Après, est-ce que c'est pas fait exprès le thème qu'il ne soit un peu incomplet, justement, par rapport à ce qui se passe? Ça me refait penser d'ailleurs dans l'épisode 5 de The Book of Boba Fett, quand l'armurière, donc, lui dit qu'il n'est plus un Mandalorien à Mando. Là, c'est la première fois que tu entends son thème, mais qui bug un peu incomplet. J'aime bien ce genre de proposition artistique. Après, peut-être que là, c'était tout simplement un autre thème. Le fameux flashback. Oh, l'ambiance avec l'étalo là. C'est très bien amené ce flashback. On voit enfin un peu plus de déco parce qu'elle était tellement excellente leur déco, tellement authentique. Et voilà, comme j'avais dit, on ne voyait pas encore tout là, c'est excellent encore. Excellente réplique ça aussi. Ah, elle me touche encore, c'est ouf. Bon, j'ai pas par contre eu les yeux humides quand on l'avait vu dans l'épisode 3, je crois. Fait de la peine. Tu la comprends tellement. La composition musicale subtile qui n'en fait pas des tonnes. Son regard, son jeu, ouf, leur jeu, de toute façon, à tous les deux. Quel excellent échange. Ah, même mis sur le cul cette scène. Son perso, lui, excellent, franchement. La variante du thème qu'on avait entendu dans le bar sur Morlana One. Excellent. C'est bien de voir le vrai Cassian donc dans sa vie, voilà, avec les meufs, etc., qui profitent de... Vraiment excellente cette série. C'est ouf de voir ça dans du Star Wars. Putain, quelle direction artistique. Excellent. Putain, je surkiffe cette série, quoi. Putain, je kiffe. C'est comme si c'était un peu le Coney Island, presque, hein, de Star Wars. Ça me fait penser. Putain, la compo, c'est couillu, j'adore. Est-ce que c'est une unité K2 ou est-ce que c'est K2SO? Oh, je pense que c'est une unité K2. Non, c'est pas lui. Je suis flippé. C'est là donc qu'il va se retrouver en tôle. Ça se termine comme ça, c'est excellent. Bien cette variante. Je suis content de la réentendre, ce thème-là. Bon, légèrement modifié. Putain. C'est dingue comment à chaque fois, chaque épisode me met sur le cul. Par où commencer? Déjà, Wolf Yularen. Je ne savais pas que c'était lui. Il a fallu regarder dans le générique de fin pour savoir. Même là, c'est là que tu vois en fait qu'ils ne jouent pas du tout sur le fanservice. Ils sont tellement à l'opposé alors qu'ils auraient très bien pu les mentionner. Voilà, c'est logique. Et non, même pas. Donc, Wolf Yularen, si vous ne connaissez pas, on l'aperçoit dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, mais également dans The Clone Wars, pas mal de fois dans The Clone Wars. Dans un épisode de Rebels, on le voit aussi dans le roman Throne, et je ne sais plus quel autre roman d'ailleurs, enfin bref, voilà, Yularen, et en fait c'était lui. Sinon, là on voit vraiment les conséquences, mais à tous les niveaux, et c'est excellent, et plus encore, je trouve. Plus que ce que j'avais espéré. Donc tu vois, au niveau des infos, avec Cyril Karn et sa mère, il y a aussi les infos que Luten écoute. Ensuite, il y a la conversation entre Luten et Mon Mothma. Les conséquences aussi, bien sûr, par rapport à l'Empire, les décisions qu'ils prennent avec les taxes, les impôts, etc. Enfin là, en fait, c'est intelligent. Parce que bah, c'est un peu ce qu'on peut voir dans notre vrai monde, on va dire.
où voilà, tu punis tout le monde. Comme ça, celles et ceux qui en ont rien à faire, des rebelles qui n'ont rien à voir avec eux, forcément, bah, ils vont se bouffer entre eux. Voilà, ils vont en vouloir aux rebelles, ça c'est très bien. Sinon, bah, dès le début, donc, tu retrouves Cyril Karn, voilà, habillé. Là, il fait vraiment bah, le petit-fils à maman, le pauvre mec, bah, on le voyait déjà, on l'apercevait forcément dans les premiers épisodes. Voilà, il avait une bonne place, mais tu sentais que c'était un peu, pas le blaireau, mais le mec, malgré tout, voilà, un petit peu gauche. Sa mère qui l'écrase, franchement, elle l'étouffe, elle est casse-coude, mais en même temps, voilà, ce qu'elle dit, elle a raison, mais elle manque beaucoup de tact dans ses conseils. Voilà, il dépend de sa mère, mais aussi de son oncle. C'est excellent de voir ça. Voilà, c'est pas l'antagoniste qu'on pensait, ça poursuit la voie qu'ils ont tracée, c'est excellent. Franchement, même s'ils peuvent ne pas le faire évoluer, de rester comme ça jusqu'à la fin de la saison, ce serait dingue. Bon, on se doute que non, mais voilà, juste pour dire, bah voilà, on vous a montré ce personnage qui était chez les corpos, mais il n'évoluera pas plus, limite il va descendre. Ça pourrait être couillu, je pense pas, mais voilà, pour dire vraiment, cette série, elle est dingue. On ne s'y attend pas encore une fois. Bon, par contre, on se doutait que Cassian, voilà, il allait être enfermé au bout d'un moment, vu qu'on avait vu une prison impériale dans les trailers. Donc forcément, ça arrive là. Mais ça, j'y reviendrai. Je vais parler un petit peu des décors là quand même, parce que ça fait un petit bout de temps que je les avais pas évoqués. Déjà, la soirée sur Coruscant, donc chez Mod Mothma, excellent. Les décors, si on fait attention aux détails et également aux costumes, là putain, c'est du lourd. Franchement, voilà, du HBO à la sauce Star Wars, direction artistique, qu'est-ce qu'il y a à dire. Les décors aussi, donc je suis content, je retrouve un peu ce côté, comme j'avais dit, je trouvais que ça faisait penser, surtout sur Férix, bah, ils avaient pris le côté rétro donc de Star Wars, mais là à la sauce 70, on le voyait pas mal sur Férix, et là on le revoit même avec bah, chez Cyril Karn avec les ustensiles, la télé cathodique, excellent. Quoi d'autre aussi, les ustensiles chez Marva, si on regarde bien, avec ces petites tonalités vraiment qui font 70s, et je trouve ça excellent. Voilà, ça fait du bien, et ça fait du bien aussi de revoir un peu plus une partie du décor qu'on n'avait pas encore vu chez Marva. Non, franchement, les décors, c'est un régal. Composition musicale, mais Nicolas Britell, là, j'adore ce qu'il fait. À chaque ouverture, il y a bien sûr une variante du thème de Andorre, mais voilà, ces variantes qu'il propose, c'est intéressant. Je pense par exemple à Mon Mothma, son thème, petite variante que tu entends. Également le thème de Bix et Cassian, le thème chez la BSI, le thème aussi, excellente variante du thème de Cyril Karn à la toute fin. Franchement, le gars, il se fait plaisir. Tu sens bien ce côté expérimental, surtout sur la fin, où il nous ramène sa compo du barapute. Donc, quand on est sur Niamos, ce petit côté synthé là, ça marche nickel. De voir, voilà, dans du Star Wars, une espèce de pseudo station balnéaire. Coney Island à l'assaut Star Wars, mais ça marche de dingue. Franchement, avec les petites courses-poursuites, ça fait penser à, je sais pas, ça pourrait me faire penser un peu aux courses-poursuites avec la composition musicale à du Refn, par exemple, ce qu'il avait fait sur la trilogie Pusher ou sur certains films britanniques, on va dire. J'aimerais revenir aussi donc sur Mon Mothma. Franchement, son jeu. Est-ce qu'il y a besoin de parler de son jeu, la perfection de chacune et chacun? Mais elle, franchement, elle a une aura bien particulière. Ses dialogues, sa psychologie, voilà, son jeu, c'est excellent. Et aussi, sa scène avec Luten, c'est bien de voir justement deux visions différentes par rapport à la rébellion, pour l'instant, entre guillemets. Là, Luten, t'as l'impression que c'est une espèce en fait de Saw Gerrera, mais friqué, voilà, plus au-dessus, plus gradé, entre guillemets, et je trouve ça vraiment bon. Luten 1, hâte, comme j'avais dit, il va nous réserver des surprises, et ça se sent. Là, franchement, on n'est pas loin vraiment de la psychologie de Saw Gerrera qui parfois fait flipper. Ou voilà, tu te dis, waouh, mec, fais quand même attention, voilà, analyse bien, doucement. Doucement quand même. D'ailleurs, je vais vous relire un passage que j'ai vraiment apprécié. Des dialogues donc, Luten. Quand on fabrique une arme, on s'en sert toujours. Ça, excellent bien sûr, quand il tient la massue, ou je sais plus ce que c'est, du moine Utapo, franchement, métaphore, excellent, qu'est-ce qu'il y a à dire. Nous avons besoin de ça, de la répression. Et là, ouais, répression, tu la vois puissance 1000, enfin puissance 1000, mais dire que ça a vraiment existé, hein, ce genre de répression, Seconde Guerre mondiale. Et encore, voilà, il y a forcément des parallèles que je vois, que nous voyons tous avec la Seconde Guerre mondiale, mais pourtant moi je ne suis pas un féru d'histoire, je ne m'y connais pas du tout. Ça se trouve, je passe à côté de certains détails par rapport à d'autres parallèles, enfin c'est dingue. Donc je continue du coup le dialogue.
Alors, nous avons besoin de ça, de la répression. L'Empire nous étrangle si lentement qu'on ne s'en aperçoit plus, il faut leur forcer la main. Et il y a Mon Mothma qui dit beaucoup de gens vont souffrir, et lui qui dit c'est le but, si vous voulez dormir la conscience tranquille, mieux vaut arrêter. Mais carrément, mais enfin, t'es encore une fois dans la véracité. On utilise à chaque fois les mêmes mots, mais c'est ça, véracité. Qu'est-ce qu'on veut de plus en fait? C'est dingue, ça nous sert encore plus de véracité que ce qu'on a pu espérer. Et là, comme j'avais dit, forcément, les comparatifs avec les excellents romans Star Wars, mais là, c'est en train de les dépasser. Franchement, c'est en train de les dépasser et je sens très bien que à la fin de la série, ce sera mon récit Star Wars préféré. Tout film, série animée, comics et romans confondus. Pourtant, vous savez que j'arrête pas d'encenser, je vous casse même un petit peu les couilles avec ça, mais j'arrête pas d'encenser les bons romans Star Wars. Mais là, c'est en train de les dépasser, hein, très clairement. Écriture, psychologie, dialogue, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ce prisme authentique comme ça, franchement, limite là, ça me fait chier. Je repense de plus en plus au fait que non, ça devait être 5 saisons initialement. Ce ne sera pas le cas. J'espère que la saison 2 va me mettre autant dans la gueule et que ça va nous apporter autant en authenticité. Vu qu'il y aura un arc de 3 épisodes pour la saison 2, donc pour chaque année, là ce sera peut-être plus du coup des missions, entre guillemets. C'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu que ça explore ça chaque année, par saison. Ça aurait été dingue, ça le mérite, franchement ça le mérite, parce qu'on ne verra plus ça, on en a déjà parlé, mais ça, on ne verra plus un prisme comme ça, d'autant plus avec les audiences, hein. Parce que oui, il y a un graphique qui tourne, je ne sais pas si vous l'avez vu sur internet, mais là les audiences c'est encore plus bas que ce qu'on pensait. Et le grand public qui ramène sa fraise, encore et encore, et là il continue, mais là franchement, encore une fois, là ça fait un parallèle avec ce qu'on peut nous proposer dans l'art, voilà, du grand public qui ramène sa gueule, qui ne sait pas analyser quand il y a d'excellentes valeurs de plan, photographie, psychologie de personnage, eux ils s'en battent les couilles, ils sont habitués à leur réa dégueulasse, voilà, de leur comédie de merde et compagnie, et pour des projets comme ça, mais ça crache dessus, et ils sont trop nombreux, ils la ramènent trop, alors putain, pourtant de l'autre côté, donc nous avons les spectateurs exigeants, comme nous, même si bon, exigeant, franchement, c'est juste pour moi spectateur tout court, c'est tout. T'avais pas besoin d'être spectateur exigeant pour savoir apprécier une telle qualité. Mais voilà, cela donc, nous spectateurs, avec les critiques professionnelles, ouais, ça en sens très très bien, mais forcément par rapport aux audiences et par rapport au retour du grand public, bah là franchement c'est en train d'écraser les bons retours, clairement, et c'est très dangereux pour la série, franchement, en espérant que pour la saison 2, bah, elle va se faire quand même, logiquement, oui, hein, bien sûr. Surtout que c'est prévu, voilà, le tournage cet automne, mais ça fait flipper quand même. Et là, encore une fois, avec Andorre, là, et ce qui se passe autour, là, c'est un excellent aperçu, malheureusement, du gros problème qu'il y a dans le cinéma et l'audiovisuel, hein, avec les majors, et puis bien sûr, avec le grand public qui la ramène trop, mais voilà, eux qui ne cassent pas les couilles, qui continuent à regarder leurs films de merde, il n'y a pas de souci. Voilà, comme j'avais déjà dit, nous, est-ce qu'on va cracher sur les pages des films qu'ils adorent, Sexy Dance, Camping, ou alors Camping Paradis et compagnie, qui restent dans leur monde, voilà, qui ne crachent pas sur notre art, bah, qui font qu'un, comme du Cassineur d'or, comme il fait dans sa vraie vie. De petites, voilà, tricheurs, menteurs, qui sont avec des meufs aussi superficielles que lui, des kékés des plages, voilà, qui profitent à la plage, qui, je sais pas moi, ne se cultivent pas, vont danser en boîte de nuit, voilà, sûrement suivre des influenceurs, voilà, qui se touchent sur justement des meufs bien bonnes, des influenceuses, voilà, qui montrent des photos de leur par Snapchat, voilà, entre eux, voilà, qui restent entre eux, qui restent dans leur truc, voilà, avec Cassian Andor, hein, voilà, sur Niamos, restez tous de votre coin, au bout d'un moment. Laissez respirer l'art, ça c'est de l'art, voilà. Il faut faire la différence. Faut qu'ils comprennent, eux, que ça c'est pas de l'entertainment. On a besoin de séries comme ça, type HBO. Eux, franchement, faudrait pas les mettre devant, je sais pas moi, un Orson Welles ou alors devant le parrain de Coppola. Franchement, parce que putain, ils s'emmerderaient. Au bout de 10 minutes, ils se tireraient une balle, les pauvres. Donc franchement, voilà. Qu'ils arrêtent de critiquer ça. Déjà qu'on a très peu de qualité, faut que ça perdure un peu. Franchement, parce que c'est fatigant tous les jours, tout le temps, mais je vois ça sur les réseaux sociaux, c'est dingue, franchement, mais aberrant, aberrant. Donc Kathleen Kennedy, faut vraiment que tu fasses le truc, que tu fasses la différence, hein. J'espère quand même, parce que là, sinon, putain, on est mal barré. J'avais parlé la dernière fois avec Kevin, donc dans notre discussion là, que oui, peut-être, ça peut peut-être ouvrir une porte à d'autres séries Star Wars de qualité, par-ci par-là, mais non, non, non. Là, vu le graphique qui est tombé des audiences, je ne pense pas. Franchement, ça m'étonnerait. Là, c'est même une certitude. Donc profitons-en, parce que là, putain, oui, encore 5 épisodes, hein, c'est bientôt la fin.
c'est bientôt la fin, donc savourons chaque minute. Même moi, il faut que je savoure là ces vidéos réactions et critiques, parce qu'il n'y aura plus ça sur la chaîne, forcément. On va retourner après avec du The Mandalorian, ok, tout ce qu'on aime bien, voilà, etc. Mais bon, non. On s'est assez fait défoncer le cul avec les Obi-Wan Kenobi et The Book of Boba Fett, franchement. Voilà, moi, de toute façon, comme j'avais dit, au pire, je retournerai sur les romans, et voilà. Donc bon, sinon, j'aimerais revenir sur la scène, comme vous l'avez vu, mais qui m'a déchiré. Franchement, rarement vu une scène, un échange aussi déchirant entre Marva et Cassian. Mais tu la comprends tellement. Et lui, mais t'as envie vraiment limite de lui mettre des baffes, tu dis putain mec tu comprends pas, alors ok tu vas forcément comprendre un petit peu avec les manifestes, sauf si c'est l'Empire qui va s'en emparer, et là justement vu ce que j'avais dit, c'est possible, on ne sait pas trop, hein. Où est-ce qu'il est le manifeste là, dans sa mallette, mais elle est où sa mallette, pour dire que voilà, soit avec le manifeste avec la mort de son père, pourtant tu devrais cogiter mec par rapport à, toi ton prisme de la rébellion, franchement, tu devrais la comprendre un peu plus ta mère, Marva, aussi du coup je pense, là ça va lui faire tilt, le fait d'être emprisonné, 6 ans, on sait bien qu'il les fera pas, mais voilà. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, le casse, il n'aurait pas fait 6 ans, franchement. Donc là, qui se pose la question de cette grosse répression, donc ouais, franchement, mec, réveille-toi, parce que putain, en plus, là, dans une espèce de plage pour kicker, là, mais tu casses les couilles. En même temps, c'est logique et c'est très bien. Et c'est très bien, justement, d'avoir un personnage comme ça. Même au bout de cet épisode, dans n'importe quelle série classique, le gars aurait déjà évolué, alors que là, non. Et c'est excellent, franchement. C'est excellent de se dire que putain, lui, ça va être un des personnages les plus importants pour la rébellion. Et regardez vraiment où il en est, d'où il vient. C'est excellent, ça ne se fait pas du tout facilement. Et c'est ça qui est très bon avec cette série, franchement. Et voilà, idem aussi, ça ne se fait pas facilement avec Luten et Mon Mothma. On aurait pu espérer, on aurait pu croire. Hein. Là, avec le casse et tout. Et là, non, on se rend compte qu'en fait, ils ont vraiment deux prismes alors, carrément opposés. Et voilà, je ne vais pas revenir sur leur excellent échange. Donc oui, sinon, de voir l'assistante de Luten, elle m'a fait flipper, là, franchement. Et de voir Vel, excellent, franchement, là, t'as l'impression que c'est bon. Si c'est pas la fille de Luten, tu sens, soit c'est une excellente infiltration parce qu'elle se ressente, mais tu sens, je pense, tu sens vraiment que elle, c'est une fille de la haute. Ça se trouve, c'est une fille de sénatrice importante, on ne sait pas, mais tu sens que ça respire vraiment le fric, hein, et pas qu'à travers ses artifices, sa coiffure, etc. Tu le sens dans sa manière de se tenir, là tu voyais autre chose au niveau acting, et c'est très intéressant. Sur beaucoup de personnages, ça joue sur les deux tableaux, et c'est vraiment très bon. Et donc sinon, revenons un petit peu encore une fois sur Ferrix, parce que j'avais donc parlé de la fameuse scène Marva et Cassian, mais aussi parce qu'il y avait deux scènes, mais leur première scène, à chaque fois il y a Bitou Emo. Est-ce que vous avez remarqué que Bitou Emo, il est vraiment traité comme un personnage à part entière. Déjà, Cassian le dit, voilà, eux, ils ont juste besoin d'être tous les trois pour vivre. C'est tout. Voilà, c'est pas un droïde. Il est vraiment considéré comme un vrai personnage. Et d'ailleurs, dans la réalisation également, parce que sur deux trois plans, donc quand Marva et Cassian discutaient, ils étaient donc en arrière-plan. Le focus n'était pas fait sur eux, la mise au point. La mise au point était faite, donc on était vraiment placé derrière, en plus, Bitou Emo. Et voilà, tu avais une toute petite surface, le focus était fait sur lui, et eux ils continuent leur discussion, voilà, tu voyais de son prisme, et je trouve ça excellent, vraiment, ça nous montre que non, ils le considèrent vraiment comme un personnage à part entière. Par contre, je sens qu'il y a une petite séquence qui à mon avis va en faire rager certains, je pense, hein. La fameuse séquence flashback, bon déjà, ce qui est au niveau de la réalisation et de l'étalonnage, c'est vraiment excellent. Putain, limite, s'il y avait même un étalonnage comme ça sur toute la série, ce serait nickel. Mais bon, là, parfait. Mais donc, par rapport aux clones, déjà, moi, de revoir des clones, c'est excellent. Mais surtout, enfin, pour la première fois en live action, de voir non pas des clones en CGI, mais de vrais costumes. Putain, ça fait du bien. Parce que ça, c'était un des problèmes que j'avais avec la prélogie. Hein. Putain, de CGI partout, que je trouve dégueulasse. Désolé, il y en a qui aiment bien la prélogie. Moi aussi, hein, je l'aime bien, j'ai déjà dit. Mais non, trop de CGI, franchement. Et là, de voir enfin, après toutes ces années, putain, de vrais costumes de clones. Merde, mais ça fait du bien. Voilà. Après, voilà, donc, le fameux reproche, j'imagine, séquence trop courte. Voilà, où on ne voit pas la mort de Clem. Mais moi, ça ne me dérange pas. Vu déjà comment l'épisode, il est full condensé de dingue. Déjà très complet. Là, vu leur prisme, ça te dérange même pas en fait, ça va à l'essentiel. Enfin en tout cas, c'est mon prisme. Voilà, moi ça ne m'a pas du tout dérangé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je pense, on va peut-être en revoir un peu plus en détail
de la fameuse mort. À voir plus tard, hein. C'est possible, hein. Des fois ça arrive, hein. Petit flashback rapide, et plus tard, tu reviens en détail dessus, d'autant plus que voilà, ils ont fait quand même, ils sont cassés le cul à faire des costumes de clones quand même, la fabrication. Donc je pense pas que ce soit pour une scène de voilà 20 secondes. Après voilà, on ne sait pas. Ils sont tellement dingues, et ils sont tellement authentiques qu'ils pourraient très bien voilà avoir conçu tous ces costumes, mais juste pour voilà une petite scène de 2 minutes. Donc avant de conclure cette critique, pour moi impossible de ne pas évoquer Niamos. Comme je l'ai dit, composition musicale, franchement, mais c'est parfait. J'ai hâte qu'elle sorte cette BO d'ailleurs. Je pense le jour où je vais sortir cette vidéo sera sûrement le vendredi. Vendredi, ils annoncent la sortie en dématérialisé, bien sûr, parce que c'est leur petit souci, comme j'avais dit avec les BO des séries Star Wars, c'est que en dématérialisé, c'est bien dommage pour l'instant. Donc là, vendredi, ils vont sortir en démat la BO des 4 épisodes. J'espère que ce sera bien complet, hein. Voilà, que ce sera pas juste 2-3 thèmes par épisode qui nous sortent le full soundtrack, parce que putain, j'ai hâte. Mais donc voilà, intéressant de voir lui un petit peu de sa vraie vie de baiser, de tricheur, menteur, de gars qui se relaxe de façon superficielle. C'est très bien de voir ça. Là, tu vois vraiment le vaurien. Pas du tout le même vaurien forcément grand public de Star Wars, c'est-à-dire Han Solo. Là, tu vois le vrai vaurien. Même si, bon, Han Solo, bon, bien sûr, il n'y avait pas que des films, hein. Dans les romans et surtout les comics, il y avait pas mal ce côté vaurien. Bon, surtout plus par rapport à voilà, une ex qu'il a pris pour une conne ou alors les thunes qu'il doit. Mais là, vraiment, en plus, dès le premier épisode, tu le sentais vraiment, ce côté vaurien Andorre, là. Un de ses potes à qui il devait du fric et tout. Enfin, c'est excellent. Et bien sûr, impossible de ne pas évoquer les unités KX et non pas K2 comme j'ai dit, donc ces droïdes d'assistance. De toute façon, ils le savaient très bien qu'ils jouaient avec nous là, pour la réaction des fans. Ils se doutaient très bien et ça a forcément bien marché. En plus, putain de plan iconique quand il apparaît, le premier droïde d'assistance là, vraiment excellent. D'ailleurs, il y a des rumeurs, ça tourne pas mal, qui dirait comme quoi, lorsqu'il va reprogrammer donc un de ces fameux droïdes d'assistance, là, unité KX, donc qui va devenir K2SO tel que nous le connaissons, comme quoi il prendrait la puce de B2EMO pour le mettre dedans. Alors si c'est le cas, moi franchement, B2EMO, vu comment il me touche, et vu comment on connaît bien sûr ses relations avec K2SO, moi je lâche une larme, je crois, franchement, si c'est le cas, mais il faut que ce soit bien amené. Enfin, pas bien amené, mais pour l'instant, ça peut concorder, la psychologie, mais il en faudra encore plus de scènes avec B2EMO pour vraiment que ça se mette au même niveau que la psychologie de K2SO, sinon ça marchera pas trop pour moi, même si bon, il y a aussi une reprogrammation, comme il avait dit, voilà, K2SO il est reprogrammé, donc là du coup, bah, il est encore plus franc que d'habitude, donc à voir. Et pour conclure donc, ce côté impérial sur Niamos, là c'est comme ce qu'ils ont fait avec les TIE Fighters, là d'ailleurs, première fois qu'on voit des Stormtroopers. Et d'ailleurs les Shock Troopers et les Shock Troopers avec les codes couleurs de Rogue One, qui sont d'ailleurs tous Troopers confondus, mes préférés. J'ai hâte qu'on les revoie un peu plus ceux-là. Limite, t'as plus envie de les voir eux que les Stormtroopers blancs, tellement ça colle mieux au prisme authentique de Andorre plutôt que ces Stormtroopers blancs qui me font vraiment moi penser à ce côté Star Wars grand public. Mais là voilà, comme détail, ultra menaçant. Pareil donc pour les troopers, mais aussi pour les unités KX, putain, ils font vraiment flipper, intimidant, là, voilà, encore une fois, hein, tu y crois, t'es dans la réalité, tu te chies dessus. Et cette fin, où je sens que forcément, je suis sûr qu'il y a des publics, ça ne leur a pas plu, le fait qu'il n'y ait pas une fin de ouf, où ça aurait pu se finir, sur Cassian, voilà, qui est arrêté, non, ça se termine avec Cyril Karn. Et j'adore ce parallèle, tous les deux enfermés, voilà. Cassian enfermé en tôle et Karn enfermé dans cet emploi de bureau, putain, cet open space qu'il fait je ne sais combien de mètres, enfin, c'est... T'as trop d'empathie pour lui, franchement, et je trouve ça vraiment excellent. Et hop, ça se termine comme ça, très très bon, j'ai hâte, hein, putain, pour le prochain arc, hein, voir un peu de cet univers carcéral. On a déjà vu l'univers carcéral dans les romans et les comics Star Wars, on en a déjà vu, mais là... avec le prisme qu'ils ont de Andorre là, de Tony Gilroy, putain ça va être vraiment très très bon. Et ça peut être vraiment mes épisodes préférés à voir, mais voilà, tout ce qui tourne autour de l'univers carcéral, en série ou en film, excellent. Je pense à Oz, entre autres. Dog Pound d'ailleurs, un film que je vous conseille, film français. Mais là, de voir l'univers carcéral dans Star Wars, avec leur vision,
putain que ça va être bon. Donc voilà, on en a terminé pour cette critique. Désolé si elle est un petit peu décousue, mais là il y a tellement de choses et encore j'en ai oublié. Mais bon, j'ai pas envie que cette vidéo dure 20 plombes non plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Peut-être qu'il y a des choses qui me reviendront, et si c'est le cas, j'en reparlerai la prochaine fois. Donc comme j'avais dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo réaction et de critique pour Andor parce qu'il y a Tales of the Jedi. Je ferai donc la vidéo réaction et la critique de Tales of the Jedi qui sortira à peu près sûrement le vendredi, je pense. Et la semaine suivante, dans une même vidéo, vidéo réaction et critique des épisodes 8 et 9 de Andor. Mais là, le souci que j'ai, c'est que Tales of the Jedi, vous savez à quel point je l'attendais, mais Andor me propose tellement un prisme intéressant pour Star Wars que limite, c'est pas que je m'en fous, Tales of the Jedi, enfin un petit peu, surtout sachant que c'est Filoni, là, hein. Filoni contre Gilroy, mais je préfère 100 fois le Gilroy. Avec Filoni, combien de fois il nous a déçus, j'en ai parlé je ne sais combien de fois, hein, encore dans la dernière vidéo, la discussion avec Kevin. Mais voilà, Filoni, franchement, j'espère que t'as pas encore fait de retcon, comme j'avais dit, au cas où je vous invite à mater ma vidéo réaction de la D23, là, où il y avait les différents trailers, dont celui de Tales of the Jedi. J'ai peur d'un certain retcon. Et à mon avis, il va y en avoir un, connaissant Filoni, qui ne va pas encore une fois respecter les romans. Voilà, il ne respecte pas les auteurs Star Wars, ni les fans de Star Wars. Comme d'habitude, à voir, peut-être que je m'avance trop, mais on le connaît. Il nous a fait une dizaine déjà de retcon. Le gars s'en bat les couilles, c'est juste pour faire son truc à lui, putain. Alors que Gilroy, non. Donc c'est pour ça, mais aussi ce prisme authentique de Andor, là, pour vous dire. Je suis en train de me relire L'Aube des Jedi, je vous en ai déjà parlé, voilà. Pas mal de parallèles à faire avec Andor, et qui est donc l'un de mes romans préférés, et pourtant, j'en suis même pas aux 3/4, je n'arrive pas à le lire. J'ai du mal à continuer. À cause de Andor, ça me propose tellement du Star Wars que j'aime que là, du coup, je suis obligé de faire une pause avec le Star Wars normal. Et pourtant, putain, L'Aube des Jedi, voilà, c'est un des romans avec le même prisme. Donc c'est pour dire à quel point Andor, ça me fait quelque chose. Voilà, ce prisme-là, j'espère que, bon, je pense que ce sera éphémère, hein, parce que vous imaginez, tellement ça coche le 10 sur 10 pour moi en termes de vision. Andor, si j'ai du mal à me remettre dans le Star Wars normal, bon, je sais que non, c'est pas possible, c'est une passe, mais voilà. Va falloir que je digère Andor. Enfin bon, à voir, hein. Ça se trouve la semaine prochaine, putain, je vais être comme un dingue parce que voilà, je vais quand même revoir Dooku et Ahsoka. Et là, bien sûr, on va les voir, hein, les fans. Hein. Surtout, bah forcément, ça va plus venir des fans grand public. Ouah, Tales of the Jedi. En tout, ça va faire à peu près 1 heure, parce qu'ils sont assez courts, les courts-métrages. Ouais, bah ça défonce tellement les 6-7 heures déjà qu'on a de Andor. Ah, ça, vous pouvez être certain que putain, là, ouais. Là, la courbe des audiences, elle va monter. Et putain, ça va faire chier encore une fois que Disney va voir ça et va voir ces putains de retours qui vont encenser le Filoniverse alors qu'il est tellement plus authentique et qui retconne beaucoup de choses. Et ça me casse les couilles, vraiment. Voilà. Mais bon, je vais pas refaire ce parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, j'en ai assez dit. Enfin, voilà. Dommage, je termine un petit peu sur une note semi-pessimiste. Mais bon, c'est comme ça. Hein. La vie, c'est pas rose comme dans le grand public Star Wars. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et que la force soit avec vous. Allez, ciao!